Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir avec nous. L'objectif de ce webinaire dédié aux médecins généralistes est de vous aider dans la prise en charge de vos patients adultes ayant des symptômes prolongés de la COVID-19. Je suis Pierre Gabache, médecin de santé publique et directeur adjoint de la DAX à la Haute Autorité de Santé. Et je suis accompagné du professeur Dominique Salmon-Seron, infectiologue à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, du docteur Éric Drahi, médecin généraliste, du docteur Olivier Robineau, infectiologue au centre hospitalier de Tourcoing, du professeur Brigitte Ranck, interniste à l'hôpital Georges Pompidou, et du professeur Claire André-Jacques, pneumologue au centre hospitalier universitaire d'Amiens. Dans la première partie de ce webinaire, qui durera une trentaine de minutes, nous vous présenterons les réponses rapides de la Haute Autorité de Santé sur le diagnostic et la prise en charge en médecine générale de la COVID-19 et de ses symptômes prolongés. Et nous aborderons ensuite un focus sur 4 symptômes fréquents: la fatigue, les troubles neurologiques, les troubles somatiques fonctionnels et la dyspnée. Ce webinaire est aussi l'occasion de poser toutes vos questions aux experts ici présents. Cet échange aura lieu dans la deuxième partie où d'autres experts nous rejoindront pour répondre à vos questions pendant 1 heure. À droite de votre écran, dans l'onglet questions, vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant et tout au long de la conférence. En cas de problème technique, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat. Nous nous efforcerons de traiter un maximum de questions. Comme ce webinaire s'adresse aux médecins généralistes, nous répondons donc en priorité aux questions des médecins généralistes. Merci d'avance pour votre compréhension. Pour présenter le contexte de cette réponse rapide, elle a été élaborée à la demande du ministre de la Santé qui a souhaité que l'HAS élabore en urgence des lignes directrices de prise en charge des malades qui présentent des symptômes prolongés de la COVID-19. Ces réponses rapides sont à destination des professionnels de santé, principalement de premier recours. Ce ne sont pas de véritables recommandations de l'HAS du fait de l'absence de littérature de niveau de preuve suffisant. Elles seront mises à jour régulièrement en fonction de l'évolution des connaissances que nous avons sur cette pathologie. Je laisse maintenant la parole au professeur Dominique Salmon. Que sait-on sur les symptômes prolongés de la COVID-19 ? Bonsoir et bienvenue à tous. Merci beaucoup, Dr Gabache, pour cette introduction. Nous allons faire un rapide panorama sur ce que l'on sait à ce jour après 1 an d'évolution des symptômes prolongés de la COVID. Alors, cette phase de symptômes prolongés est définie par la persistance de symptômes plus de 4 semaines après un épisode de COVID initial symptomatique. Il ait été documenté ou non par la présence d'une PCR ou d'anticorps. En effet, 40% à peu près des patients ne présentent pas forcément d'anticorps. Sans autre explication pour ces symptômes, bien entendu. Ceci contraste en bas à droite avec les complications des survivants post-hospitalisation de la COVID qui touchent essentiellement des hommes d'âge moyen 61 ans et qui peuvent avoir des séquelles, en particulier au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, un déconditionnement physique, etc., ou neurologique. Il existe toutefois, comme vous le voyez, un overlap entre les signes prolongés et les complications post-hospitalisation, puisque certains patients qui ont été hospitalisés peuvent faire un Covid long. Il est par ailleurs possible de constater d'autres symptômes comme des décompensations de pathologies antérieures. En particulier, on voit des désothyroïdiens ou de la glycorégulation. Donc, ces symptômes sont souvent multisystémiques et touchent plusieurs organes. Parmi ceux que nous voyons en consultation, 3 heures de signes touchent plus de 70% des patients, au premier rang desquels une asthénie, souvent extrême, qui contraint parfois les patients à arrêter le travail qu'ils avaient repris. Des signes neurologiques sont assez fréquents aussi. Il s'agisse de troubles cognitifs, des troubles de concentration, de la mémoire immédiate ou des troubles sensoriels, des paresthésies, des brûlures, des troubles psychologiques, en particulier une irritabilité, des troubles du sommeil et des céphalées. Troisième ordre de signes très fréquents, ce sont les
des troubles cardio-thoraciques à type de dyspnée, de tachycardie, de douleurs thoraciques, de toux, plus rarement d'épisodes de désaturation. 3 ordres de signes sont un peu moins fréquents, mais assez fréquents aussi. Des troubles de l'odorat sur lesquels nous allons revenir, des signes digestifs comme des douleurs abdominales, des diarrhées, des épigastralgies, quelquefois des gastroparésies qui ne font pas trop de diarrhée infectieux, mais plutôt de la série dysautonomique, des douleurs diverses, myalgie, arthralgie ou plutôt des douleurs tendineuses, des antésiopathies. Et puis, tout un tas d'autres signes sont moins fréquents mais très divers, en particulier, je cite les signes cutanés ou vasculaires. Devant ces signes, il convient d'essayer de faire un diagnostic pour pouvoir apporter un traitement. Chose importante en haut ici, ces signes évoluent de façon fluctuante au cours d'une même journée ou d'une même semaine ou d'un même mois. Et il est possible parfois de trouver des facteurs déclenchants comme la fatigue physique ou intellectuelle, le stress ou aussi la période des règles. Et ça, c'est extrêmement important que les patients repèrent ces symptômes pour essayer, ces signes, ces facteurs déclenchants, pour essayer d'éviter les exacerbations, d'éviter de les provoquer. Une des caractéristiques de ces symptômes réside dans leur persistance prolongée. Et vous voyez ici une étude toute récente menée en Suède chez 2000 patients qui ont signalé tous leurs symptômes sur une application entre avril 2020 et janvier 2021. Et ensuite, on a comparé les sujets qui sont séropositifs pour le SARS-CoV-2 des sujets séronégatifs. Donc, vous voyez ici que 26% de ces soignants qui ont fait une COVID documentée avaient des symptômes plus de 2 mois après l'infection. Chose intéressante, c'est que la prévalence de ces symptômes diminue avec le temps. On n'a pas encore énormément de recul, mais au bout de 8 mois, ça diminue. Par contre, c'est des sujets qui ont un impact important sur différents aspects de leur vie, en particulier un impact professionnel, un impact sur la vie sociale et un impact, voire, sur la vie familiale, avec une différence importante entre séropositif et séronégatif. Et c'est une des premières études qui montre que l'impact d'avoir fait la COVID est réellement réel, elle n'est pas forcément due au psychotraumatisme entraîné par l'épidémie elle-même. Donc, il existe à ce jour de nombreuses questions non résolues, au premier rang desquelles l'épidémiologie des symptômes, avec un suivi encore court à 1 an. Ces symptômes évoluent par phase de bien-être et d'exacerbation avec une évolution globale, lente, en quelques mois. On a des gens qui sont tout à fait guéris, heureusement, donc ça nous permet de les réassurer, mais on manque de données, notamment donc, sur l'évolution long terme, la prévalence exacte en ville, les facteurs de risque de ces symptômes. Une autre question très importante et urgente à régler est celle des causes de ces symptômes. Plusieurs hypothèses ont été soulevées qui ne sont pas univoques d'ailleurs. La première est celle de la persistance virale, plutôt dans des réservoirs difficiles à déceler que dans les sites usuels. Quand on fait les PCR rhinopharyngés classiques, on ne trouve pas de virus. Une réponse dysimmunitaire ou inflammatoire inadaptée. L'apparition aussi de troubles fonctionnels est possible qui auto-entretiennent les symptômes ou de troubles psychologiques ou psychiatriques. L'existence de facteurs génétiques, hormonaux ou auto-immuns qui pourraient être associés et expliquer ces désordres. Beaucoup de recherches sont également nécessaires sur les approches thérapeutiques à proposer en fonction des symptômes et également sur l'impact à moyen et long terme sur les différentes qualités de vie affectives, professionnelles et autres. Donc, c'est dans l'état actuel des choses qu'on a fait les recommandations, malgré tout, avec toutes ces inconnues, avec pour objectif de donner aux médecins des outils pour la prise en charge en premier recours. Le document que vous avez probablement déjà découvert comporte 2 parties, un document global et des fiches techniques par symptômes. Alors, quelques messages sur ce document. Premier message important, c'est que la grande majorité des patients peut, à notre avis, être pris en charge en soins primaires. C'est des choses, c'est vrai qu'on a découvertes avec le temps, mais qui ne sont pas si complexes. Et la prise en charge avec écoute, empathie, personnalisée, est extrêmement importante et une grande aide pour les patients en leur apprenant à s'autogérer.
Deuxième point, c'est que l'exploration clinique doit être vraiment très minutieuse. Il faut faire décrire précisément aux patients ses symptômes du premier épisode et aussi ceux de la phase prolongée et les facteurs déclenchants. Ensuite, bien sûr, éliminer une complication de la phase aiguë qui persisterait, une décompensation de comorbidité ou une autre cause que la COVID, et puis rechercher par le bilan clinique, un bilan d'examen complémentaire possible mais parcimonieux, à l'aide d'échelles, rechercher un diagnostic. Et vous avez ici à droite les diagnostics sur lesquels on tombe le plus souvent. Au niveau pulmonaire, on arrive souvent au diagnostic de syndrome d'hyperventilation, quelquefois d'hyperréactivité bronchique, on va en reparler. Au niveau cardiaque, il y a des douleurs thoraciques au premier plan qui sont souvent intercostales, mais qui peuvent être liées à une péricardite, une myocardite, une tachycardie sinusale posturale. Au niveau neurologique ou ORL, des bilans peuvent être faits pour rechercher et objectiver des troubles dysexécutifs légers, des troubles de l'odorat, voire un syndrome dysautonomique, plus rare, mais qu'on peut mettre en évidence. Au niveau digestif, on a extrêmement souvent des reflux gastriques ou des gastrites, parfois plus rarement des gastroparésies, des diarrhées d'allure motrice. Au niveau général, on observe très souvent au départ une perte de poids qui peut être très importante, plus de 10% du poids du corps, des frissons sans fièvre, et puis après, quelquefois, des prises de poids. Et au niveau psychologique, donc en parallèle de l'examen organique, l'examen psychologique, psychiatrique doit être systématique. On observe une hyperémotivité, des troubles anxieux, quelquefois dépressifs, et des troubles fonctionnels peuvent être également observés. Donc, la stratégie thérapeutique, en l'absence pour l'instant d'antiviral, qu'on donnerait sinon, bien sûr, à tous les patients, elle repose sur 4 piliers qui ont tous une place majeure. Le premier, ce sont les traitements symptomatiques qui visent à soulager les patients. Donc, traitement, par exemple, d'un reflux gastrique, d'une hyperréactivité bronchique, de douleurs. Et il est à noter que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, que ce soit ibuprofène, aspirine, ne sont pas contre-indiqués et parfois efficaces. Deuxième pilier, c'est l'information du patient. Il faut vraiment lui délivrer toute l'information pour lui apprendre à s'autogérer. Et en particulier, quelque chose qui leur fait énormément de bien, c'est de reconnaître eux-mêmes les situations qui déclenchent les symptômes et de reconnaître leurs limites pour rester toujours en delà des limites qui vont déclencher des exacerbations. Dans le même temps, il faut vraiment les inciter à continuer à avoir des activités physiques et intellectuelles en l'absence de contre-indications comme des myocardites, même modérées, pour qu'ils restent aussi dans l'activité. Troisième pilier, c'est la rééducation qui a une place centrale, qu'il s'agisse d'une rééducation respiratoire en cas de syndrome d'hyperventilation, et les kinésithérapeutes maintenant sont tous alertés sur cette nouvelle symptomatologie, de rééducation olfactive, de rééducation par le sport en cas de déconditionnement, etc. Donc, cette rééducation doit être menée, bien sûr, de façon progressive, adaptée aux possibilités de chaque patient, quitte à la ralentir et à la reprendre quand le patient a, par exemple, rééduqué son syndrome d'hyperventilation. Et puis, enfin, la prise en charge et le dépistage des troubles anxieux, dépressifs, voire fonctionnels à toutes les étapes du suivi. Et il y a une phase d'acceptation qui est importante pour les patients. Il faut que les patients reconnaissent qu'ils sont dans une phase de faiblesse et qu'ils lâchent un peu prise et qu'ils limitent leurs activités pendant un moment avant de repartir sur de bonnes bases. On va y revenir certainement. Voilà. Donc, bien sûr, ça ne règle pas tous les problèmes et en cas de situation complexe ou difficile à gérer par les patients, l'HAS a insisté sur le fait qu'un recours doit être possible et organisé vers des structures multidisciplinaires spécialisées au niveau territorial et vers quelques centres de prise en charge qui pourraient s'appuyer sur des services de médecine physique et de réadaptation et des médecins ayant une expertise dans la prise en charge de ces patients. Mais ces patients sont fréquents. Vous avez vu que le pourcentage de patients qui ont des symptômes de COVID, c'est de l'ordre de 10 à 25%. Donc, réellement, il faut qu'on soit tous solidaires et engagés dans cette prise en charge à tous les niveaux. Je vous remercie et je répondrai volontiers à vos questions tout à l'heure. Merci.
Merci Dominique Salmon. Je m'adresse maintenant au docteur Éric Drahi, médecin généraliste. Au regard des données que nous avons actuellement, pour toi Éric et pour la chaise, quels sont les éléments clés de la prise en charge? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens à remercier Dominique Salmon pour cette synthèse qui est vraiment très claire et très pédagogique. Alors, mon intervention va se centrer sur la démarche en médecine générale et les outils, comme vous le verrez, disponibles dans cette réponse rapide. Alors, les données concernant ces symptômes prolongés dont nous disposons se sont construites progressivement depuis un an. Il existe quelques incertitudes sur ces symptômes, comme Dominique nous l'a montré. Alors, c'est pourquoi il est vraiment important que nous nous situions dans une décision informée et partagée entre soignants et patients, et cela est encore plus indispensable dans les situations d'incertitude scientifique. Ce modèle de la décision partagée a fait l'objet de nombreux travaux, et la Haute Autorité de Santé a publié quelques documents à ce sujet. Bon, pour résumer ces étapes, il est possible de se référer à plusieurs modèles. J'ai choisi celui d'Epstein, mais il y en a bien d'autres, qui a été réalisé à partir d'une revue de la littérature en 2004. Et la première étape, c'est de bien comprendre le vécu et les attentes du patient. Et de bien les comprendre ici par rapport à ces symptômes qui sont vraiment très désorientants pour les patients, qui sont variables dans le temps et parfois désespérants, et de bien comprendre cette histoire de la maladie. Et c'est d'abord une écoute pour identifier ses besoins, ses connaissances et ses représentations. Et puis, construire un réel partenariat, c'est d'abord une attitude empathique, comme Dominique l'a dit, et elle se réalise par une écoute bienveillante et non jugeante. Et puis, il faut informer le patient sur les incertitudes actuelles, sur ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Et cette stratégie doit être décidée avec sa participation, parce que c'est bien de son choix dont il s'agit. Et donc, la dernière étape au cours de cette consultation, c'est de vérifier la compréhension et le partage de la décision. Alors, entrons dans la réponse rapide elle-même, et vous verrez un logigramme qui résume la stratégie de prise en charge. Et nous allons le détailler progressivement. Alors, ce logigramme a été conçu pour qu'il puisse être utilisé directement en consultation comme support à la décision. Alors, nous allons reprendre ce logigramme et ses différentes étapes. Alors, avant de prendre en charge ces symptômes prolongés, il est nécessaire de rappeler que les soins primaires reposent sur une approche holistique, bio-psycho-sociale, et qui tient compte, bien évidemment, des possibilités fonctionnelles du patient. Et les comorbidités, parce que nous sommes aussi en soins primaires, doivent être soigneusement répertoriées. Et elles peuvent expliquer ou aggraver certains symptômes et certains retentissements de la COVID. Alors, je ne vais pas détailler les situations d'urgence à rechercher parce qu'elles ne diffèrent pas des pathologies urgentes habituellement que nous recherchons au cours de nos consultations, mais elles recouvrent essentiellement le champ cardiovasculaire, pneumologique et neurologique. Et c'est une indication et une évaluation spécialisée. Et les décompensations de comorbidité, il faut bien y penser, comme un diabète, une insuffisance cardiaque ou respiratoire, bien évidemment, doivent être recherchées. Alors, quel examen clinique? Alors, bien comme toujours, en fait, l'examen doit être orienté par les symptômes, avec une base commune, le poids et la perte de poids, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, l'hypotension orthostatique qu'il faut rechercher. Et sans les reprendre tous, parmi les signes à rechercher, la désaturation à l'effort peut être orientée par un test simple, qui est le test de levée de chaise pendant 1 minute. Le patient se lève et s'assoit de sa chaise pendant 1 minute avec une surveillance de la saturation en oxygène et de la désaturation. Alors, nous avons également sélectionné quelques échelles et scores qui peuvent être une aide à l'évaluation initiale et surtout qui permettent d'objectiver les besoins du patient et de comparer l'évolution. Alors, pour la dyspnée, l'échelle MMRC, pour quantifier la dyspnée, le score de Nijmegen pour authentifier un syndrome d'hyperventilation, qui est assez fréquent, bien évidemment une échelle HAD pour l'anxiété et la dépression, le score MOCA plutôt que les MMS pour les troubles cognitifs, des échelles de douleur, l'échelle de Schalder pour la fatigue. Et toutes ces échelles et tous ces scores sont disponibles dans la réponse rapide et vraiment nous vous invitons à les regarder et à les utiliser. Alors, quels examens complémentaires en première intention? Des examens biologiques simples sont utiles. Ils doivent bien évidemment être orientés par la clinique. Reparlons de la sérologie SARS-CoV-2. Elle peut être utile, notamment pour les patients de la première vague qui n'ont pas tous bénéficié d'un test PCR.
Mais il faut savoir que cette sérologie peut se négativer avec le temps. Alors, après ce premier bilan, la grande majorité des patients relèvent des soins primaires. Par contre, nous avons élaboré une liste des indications à recours spécialisé. Alors, cette liste n'est sans doute pas exhaustive, mais elle peut être un repère en consultation. Et puis, elle peut être aussi une aide à la décision partagée avec le patient qui peut demander ou ne pas demander des recours spécialisés. Alors, rappelons que nous sommes à 4 semaines au moins du début des symptômes et je ne vais pas relire l'ensemble des examens des symptômes qui doivent orienter, mais cette liste est aussi utile à reprendre au cours de ces consultations sous la forme d'une checklist que l'on parcourt avec le patient. Alors revenons à notre logigramme. Nous avons vu qu'en demandant un recours spécialisé et multidisciplinaire, nous avons vu la prise en charge multidisciplinaire qui va être détaillée dans la suite. Bien évidemment, il y a un retentissement sur la vie socio-familiale, comme l'a dit Dominique. Comme toujours, cette décision va être centrée personne et les objectifs et la réévaluation partagée avec des traitements qui vont être souvent symptomatiques. Dominique a beaucoup parlé de cette notion d'autogestion et d'autogestion accompagnée. Il ne s'agit pas de laisser non plus le patient seul avec ses symptômes, mais de l'aider à gérer ses symptômes dans le temps. Et avec le temps, on a vu aussi, et Dominique vous l'a montré, qu'il y a un retour à l'état antérieur ou une très grande amélioration dans les mois qui suivent. Dernière chose, en fait, les médecins généralistes ne sont pas seuls dans la prise en charge de ces situations complexes. Alors bien évidemment, les autres spécialistes, les professionnels du champ sanitaire et social sont à mobiliser selon les besoins des patients. Ne pas oublier que beaucoup de patients se retrouvent dans des situations difficiles sur le plan social et sur le plan du travail. Alors sur les territoires, vous trouverez les PTA, les plateformes territoriales d'appui et les dispositifs d'appui à la coordination qui sont des ressources pour aider à analyser les situations complexes et aider à l'organisation de ces parcours complexes. Vous trouverez les références de ces structures sur les sites des agences régionales de santé avec leurs coordonnées. Les CPTS se mobilisent aujourd'hui aussi sur la Covid en phase aiguë, sur les vaccinations, et certaines d'entre elles organisent déjà des parcours pour les patients souffrant de symptômes prolongés. Enfin, la DGS incite à la création de cellules départementales de coordination pour la prise en charge des symptômes prolongés de la Covid. Alors, ces cellules sont en cours de mise en place. Il est trop tôt, en fait, pour en décrire les modalités, mais elles devraient permettre d'aider à l'orientation de ces patients vers les soignants ou les structures les plus pertinentes, et tout cela dans la coordination de ce dont je vous ai parlé plus tôt. Donc voilà un panorama de cette stratégie en soins primaires. Bien évidemment, il n'est pas possible de résumer en quelques diapositives les quelques pages en fait de cette réponse rapide. Le webinaire va continuer avec les prises en charge de recours pour quelques-uns des symptômes les plus fréquents. Je vous remercie. Merci Eric Drahi. Nous avons choisi de traiter dans ce focus 4 symptômes fréquents: la fatigue, les troubles neurologiques, les troubles somatiques fonctionnels et la dyspnée. Nous savons que d'autres symptômes existent comme les troubles du goût et de l'odorat, la douleur. Ils seront abordés dans la deuxième partie de ce webinaire, notamment en réponse à vos questions. Il y a déjà beaucoup de questions, notamment sur la rééducation olfactive. Je laisse maintenant la parole au docteur Olivier Robineau. Bien, bonjour à tous. Et comme ont dit mes collègues précédemment, la prise en charge des patients qui présentent des symptômes persistants suite à une Covid-19 nécessite une prise en charge holistique, mais également une prise en charge par symptômes. Donc, on a décidé de commencer par la fatigue, tout simplement parce que c'est tout de même le symptôme cardinal, c'est-à-dire que c'est le premier symptôme dont se plaignent les patients, le symptôme le plus fréquent et le plus durable, au sens où on commence à décrire un petit peu la sémiologie de cette maladie. On a l'impression qu'il y a des phénomènes de variabilité des symptômes au cours du temps. Et en fait, la fatigue reste un des éléments qui reste plutôt constant, avec des petites variations, mais il y reste toujours un fond de fatigue. Évidemment, ces symptômes tendent heureusement à diminuer avec le temps, et les espaces, on va dire, d'exacerbation de la fatigue ont tendance à s'éloigner dans le temps, mais cette fatigue persiste. Alors, elle est très fréquemment associée à d'autres symptômes, mais en population générale, elle est probablement le symptôme cardinal isolé, pris isolément.
Sa sémiologie est d'allure mixte, hein, c'est-à-dire que beaucoup de patients se lèvent le matin avec une fatigue présente, mais on peut retrouver des fatigues purement somatiques avec une augmentation de la fatigue au cours de la journée. Cette fatigue peut donc évidemment être évaluée à l'aide d'une échelle de Shadler qui sert, à évaluer la gravité initiale et deuxièmement, à évaluer l'évolutivité au cours du temps. Les explorations, je ne les ai pas détaillées car étant donné que pour l'instant, il n'y a pas de mécanismes qui peuvent expliquer totalement la symptomatologie, il n'y a pas d'exploration évidemment spécifique pour la recherche de la fatigue, mais évidemment, il faut éliminer les diagnostics différentiels de fatigue, de l'anémie à l'hypothyroïdie, et donc le bilan d'asthénie standard qui est réalisé par les médecins de ville de manière très habituelle. Pour ce qui est de la prise en charge, c'est également la prise en charge de la fatigue qui est réalisée habituellement en ville, en sachant qu'étant donné qu'un certain nombre de patients ont des symptômes qui sont associés à cette fatigue, et ces symptômes peuvent être à l'origine de la fatigue, à commencer par la dyspnée, en fait, avoir une fonction ventilatoire qui n'est pas adaptée à un effort entraîne évidemment de la fatigue, et le professeur André Jacques vous en parlera par la suite. Le seul traitement de la fatigue que l'on connaît à l'heure actuelle reste une réadaptation à l'effort et le soutien psychologique, même si l'on sait que certains patients ont une intolérance, peuvent avoir une intolérance à l'effort, et donc il convient de réévaluer très régulièrement les efforts qui peuvent être réalisés par les patients et de se baser également sur leur autogestion et sur leur sur les éléments qu'ils ont mis en évidence eux-mêmes pour pouvoir essayer d'aller de l'avant avec le patient de manière conjointe. Il faut également rechercher des conduites d'évitement. Et finalement, quand on est fatigué, on a tendance à éviter de faire un certain nombre de choses. Et en fait, cela implique également ensuite, secondairement, éventuellement, de la fatigue. Pour ce qui est des troubles neurologiques, alors c'est une question assez compliquée au sens où, quand on parle de neurologie, il y a tout un tas de symptômes qui peuvent entrer dedans, qui entrent dans cette case. Ce qui est très important, c'est que maintenant c'est démontré, on le sait que des troubles neurologiques sont associés à l'infection aiguë du Covid par le SARS-CoV-2, et il peut tout à fait y avoir un certain nombre d'événements neurologiques qui persistent après un épisode aigu, et donc il convient de rechercher, car il peut y avoir des thérapeutiques à mettre en évidence pour ces pathologies issues de la phase aiguë que l'on peut éventuellement identifier. Une fois que donc tout cela passe évidemment par un examen de reprendre les complications de l'atteinte initiale, de rechercher en fait les pathologies et les manifestations évocatrices d'une pathologie neurologique de novo, c'est-à-dire une pathologie, par exemple un accident vasculaire cérébral dont la sémiologie reste assez spécifique, d'éliminer d'autres causes possibles aux symptômes, et ça c'est très important, hein, c'est-à-dire que pendant la période suivant une infection par le SARS-CoV-2, on peut avoir des événements qui n'ont pas de lien avec le SARS-CoV-2 et qu'on peut attribuer à tort à cet événement, et on peut souffrir de sous-diagnostic d'un certain nombre de pathologies, et ça peut se voir avec des symptômes neurologiques. En l'absence d'orientation clinique, on prend le patient par symptômes, et les symptômes que l'on peut rattacher à la neurologie au sens large, se regroupent au niveau des céphalées, qui sont souvent à type de tension, qui sont en général différentes de celles que les patients présentaient antérieurement quand ils ont des antécédents céphalalgiques. Et donc, si la sémiologie évoque une céphalie secondaire, évidemment qu'il faut aller plus loin dans les examens. Mais si les céphalées sont tensives ou post-virales, typiques du post-viral, il faut évidemment s'arrêter là et prendre en charge les patients de manière symptomatique, comme on a l'habitude pour d'autres céphalées. Et je le rappelle là, et ce sera encore rappelé, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle contre-indiqué dans la prise en charge symptomatique des patients. Pour ce qui est de ce qu'on appelle les troubles cognitifs, la fatigue mentale ou ce que les patients appellent le brouillard cérébral, il faut essayer de l'objectiver. S'il est notamment avec le score MoCA, qui se fait assez rapidement en consultation, et s'il est anormal, on peut éventuellement proposer une consultation en neuropsychologie. Il faut même proposer une consultation chez un neurologue et en neuropsychologie. Après, si le MoCA est normal, mais que la plainte est présente et elle est authentique, il ne faut pas la nier. Beaucoup de patients se sentent pas au niveau qu'ils étaient antérieurement, et ça ne se remarque pas forcément sur les questionnaires. Eh bien, il faut prendre en charge cela de manière globale et également prendre en compte les autres symptômes associés, notamment la fatigue, qui sont très associés et qui peuvent expliquer une partie de ces troubles cognitifs. Les myalgies, les douleurs et paresthésies,
Il faut évidemment en faire la topographie. S'il y a une systématisation, ça nécessite des examens complémentaires. Et s'il n'y a pas d'anomalie, eh bien, c'est la prise en charge de la douleur, comme on le fait dans d'autres situations. Il y a des cas de manifestations neurovégétatives dont on pourra éventuellement reparler dans les questions à venir, étant donné que nous avons une spécialiste avec nous ce soir. Et pour ce qui est des troubles du sommeil, certains patients se plaignent d'apparition de troubles du sommeil après l'infection par le SARS-CoV-2, et donc ils sont à prendre également de la même manière que lorsqu'on les prend en charge indépendamment de cette maladie, donc des suites de cette infection. Donc voilà pour ce qui est des troubles neurologiques et de l'asthénie, et je vais laisser la parole à mes collègues à venir. Merci, Dr Olivier Robineau. Et je passe la parole maintenant au professeur Brigitte Ranck, qui va nous présenter la fiche sur les troubles somatiques fonctionnels. Il y a déjà beaucoup de questions là-dessus. Brigitte, à vous. Mais pas le micro, Brigitte. Allumez. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes ce que sont les troubles somatiques fonctionnels, ce qui n'est pas simple. Ce sont des troubles qui ne sont pas spécifiques de la Covid, mais qui sont fréquemment rencontrés dans ce contexte. Et la définition, c'est qu'il s'agit de présence de symptômes somatiques, donc physiques, sans anomalie organique les expliquant. Il s'agit donc de syndromes médicalement inexpliqués. Mais pour rentrer dans la définition du trouble somatique fonctionnel, il faut que les symptômes soient répétés, durables et invalidants, et qu'ils entraînent une demande de soins. Donc il y a un contraste très important entre le retentissement majeur des symptômes sur la vie privée et professionnelle des patients et l'absence d'anomalies cliniques ou paracliniques qui peuvent les expliquer entièrement. Et il faut bien comprendre que la présence d'une maladie somatique n'est pas un facteur d'exclusion. Si cette maladie n'explique pas les syndromes, on peut tout à fait avoir un cancer, par exemple, et puis des troubles somatiques fonctionnels. Alors, il y a de très nombreux troubles somatiques fonctionnels. On ne peut vraiment pas tous les citer, et malheureusement, ils ont tous des noms différents en fonction des organes qui se touchent plus ou moins. Chaque spécialité a son symptôme fonctionnel, par exemple, le côlon irritable, les convulsions non épileptogènes, etc. Là, je vous donne l'exemple d'un trouble qui est multisystémique et qui ressemble beaucoup à ceux que l'on peut rencontrer après la Covid. Donc, pour rentrer dans le syndrome de détresse corporelle, pour rentrer dans la définition, il faut présenter au moins 3 symptômes dans un des groupes suivants. Vous verrez que les symptômes sont assez similaires à ceux de la post-Covid. Donc, il y a un premier groupe qui est l'hyperexcitabilité cardio-pulmonaire ou autonome, avec des palpitations, une oppression précordiale, hyperventilation, etc. Des symptômes d'hyperexcitabilité gastro-intestinale et des tensions musculo-squelettiques, dont des douleurs et des troubles sensitifs que je ne détaillerai pas, mais vous avez le détail sur la fiche HAS. Et puis des symptômes généraux, qui sont des troubles de concentration, des difficultés de mémorisation, des céphalées, des vertiges et une fatigue excessive qui est souvent non réparée par le sommeil ou par le repos. Et pour rentrer dans le syndrome de détresse corporelle, il faut que le patient soit handicapé par ces symptômes et que les diagnostics alternatifs qui pourraient expliquer les symptômes aient été éliminés. Alors, quelle est la cause de ces symptômes? Eh bien, il faut rester humble parce que la physiologie n'est pas du tout pleinement élucidée, mais il y a plusieurs éléments qui sont retrouvés de manière très reproductible chez tous les symptômes somatiques fonctionnels. L'origine est vraiment multifactorielle, il y a même probablement une origine génétique, mais ce qu'on retrouve souvent, c'est des facteurs psychologiques ou sociaux qui peuvent prédisposer. Et par exemple, on retrouve parfois un traumatisme psychologique ou très physique durant l'enfance. Ça peut être de la maltraitance, ça peut être le décès d'un proche, et souvent une personnalité qui peut être favorisante. Ce qu'on retrouve souvent, ce sont des personnes qui sont assez perfectionnistes, hyperactives et ce qu'on appelle alexithymiques, c'est-à-dire qui ont des difficultés à exprimer leurs émotions ou même à ressentir leurs propres émotions. Ensuite, il y a un facteur précipitant qui va déclencher les symptômes, parfois des années plus tard. Et là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un accident de voiture, donc quelque chose de très physique, ou bien un événement médical aigu, dont les maladies infectieuses, dont la Covid. Et puis ensuite, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a des facteurs d'entretien qui vont pérenniser les troubles. Il faut bien les connaître parce que c'est essentiellement là-dessus qu'on va pouvoir agir. On ne va pas pouvoir agir sur les facteurs prédisposants et sur les facteurs précipitants.
Enfin, il y a souvent, mais pas du tout systématiquement, des troubles anxieux ou dépressifs associés, et cela, il va falloir les traiter en tant que tels. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le phénomène? On sait très bien qu'il y a un lien très fort entre le cerveau et le corps, et on voit bien que le cerveau est capable de produire des réactions très physiques, notamment lors d'émotions fortes, comme la peur. On peut avoir une tachycardie, une oppression thoracique, des sueurs, la diarrhée, enfin des choses extrêmement physiques. Et donc ici, tout se passe comme si le cerveau était en état d'alerte permanent. Il va amplifier, voire il va déclencher au moindre stimulus, qu'il soit un stimulus interne, c'est-à-dire corporel ou externe, des sensations qui sont normalement réservées au signalement d'un danger, alors que là, le danger n'existe pas, ou n'est pas évident. Et donc, il va porter à la conscience des sensations qui proviennent habituellement des voies sensorielles, comme des douleurs, des acouphènes, des paresthésies. Il va également pouvoir activer le système nerveux autonome de façon totalement inadaptée. Et souvent, ce sont plutôt le système nerveux sympathique qui est activé avec des tachycardies, des tachypnées, des diarrhées, des sueurs. Et bien sûr, tout ça va empêcher un fonctionnement cognitif normal et entraîner des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, que les patients vont souvent décrire comme des troubles de mémoire, mais en fait, il s'agit plus de troubles de l'encodage, et parce que le cerveau n'est jamais au repos, en fait, et le sommeil, d'ailleurs, n'est pas du tout réparateur. Et bien sûr, tout ça entraîne une grande fatigue, qui a la particularité, le plus souvent, de ne pas être réparé par le sommeil ni par le repos. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un rôle majeur de ce qu'on appelle l'anticipation contextuelle, c'est-à-dire que de façon totalement physiologique, le cerveau passe son temps à moduler des signaux extérieurs qui nous arrivent et il va nous les porter à notre conscience en fonction de notre état émotionnel ou de nos expériences antérieures. Par exemple, si vous êtes dans un film d'horreur et que le héros, vous avez peur que le héros se fasse trucider par le meurtrier, qu'il y a une musique très très stressante autour de vous, il va suffire qu'une porte s'ouvre pour que vous sursautiez, que vous ayez un cri, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien derrière la porte. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand le cerveau est en alerte. Il va pouvoir provoquer des symptômes inadaptés, mais extrêmement impressionnants. Et c'est un état physiologique qu'on a tous chacun connu dans notre vie au moins un moment ou un autre. La différence ici, c'est que la durée est très prolongée et qu'on ne peut pas attribuer ces symptômes à un stress conscient. Alors, je fais un dernier focus sur les facteurs d'entretien parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir agir. Il y a beaucoup de facteurs d'entretien qui vont aboutir à des cercles vicieux de pérennisation de tous ces symptômes. Il y a d'abord des facteurs comportementaux qui sont des conduites d'évitement des symptômes, parce que les patients ont souvent remarqué que certaines activités ou circonstances déclenchantes pouvaient provoquer leurs symptômes et vont avoir tendance à les éviter, mais parfois un peu trop, ce qui fait notamment que beaucoup de patients vont avoir tendance à complètement éviter l'activité physique et ça va conduire à un déconditionnement à l'effort qui est très préjudiciable et qui va lui-même provoquer des symptômes très similaires comme la tachycardie à l'effort, la dyspnée, la fatigue. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir lutter, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Ensuite, il y a des conduites d'évitement de l'incertitude qui sont bien naturelles parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas le virus, on a encore très peu de recul dessus. Et les patients vont du coup avoir tendance, s'ils n'ont pas été rassurés suffisamment, à multiplier les avis médicaux, les examens complémentaires. Mais malheureusement, ça ne va pas les empêcher d'être anxieux parce que quand les examens complémentaires sont normaux, on sait bien qu'aucun examen n'est parfait, ni sensible, ni spécifique parfaitement, et donc ils ne seront pas rassurés, ils vont les multiplier, et au final, ça va aboutir finalement à une aggravation du problème. Et puis également, il y a maintenant Internet qui permet de consulter des sources d'informations très très diverses et qu'il est difficile de contrôler. Enfin, donc il y a des facteurs de conduite et puis il y a des facteurs cognitifs qui vont pérenniser aussi les conduites, avec notamment une focalisation attentionnelle sur le fonctionnement des organes qui sont désignés par les symptômes, donc une hypervigilance à tous les symptômes qui peuvent survenir, et puis des représentations anxiogènes qui vont maintenir et pérenniser cette focalisation attentionnelle. Les patients vont avoir très peur que leurs symptômes soient le témoin d'une maladie grave ou bien qu'ils ne disparaissent jamais. Et puis enfin, il faut être quand même bien conscient qu'il y a un facteur d'entretien très important qui est le dénigrement de la pénibilité des symptômes, voire même le rejet des patients
par les proches, mais aussi par les soignants, c'est-à-dire par nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et finalement, le traitement, il va commencer par ça. Il va commencer par l'écoute, la reconnaissance de la souffrance des patients, l'explication, prendre le temps, comme vous l'a expliqué le docteur Drey, c'est extrêmement important. Alors ensuite, il va falloir briser tous les facteurs d'entretien qui existent et pour cela, il faut les avoir répertoriés auprès des patients. Et puis ensuite, si ça ne suffit pas, il y a des techniques de prise en charge plus spécifiques qu'on pourra discuter ensemble dans les questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci Brigitte Ranck. Je passe la parole maintenant au professeur Claire André-Jacques qui va nous présenter la fiche sur la dyspnée. À vous Claire. Merci beaucoup. Je vais tâcher d'être relativement rapide parce qu'on a pris un peu de retard et il y a énormément de questions. Donc, la dyspnée fait partie des symptômes très fréquents prolongés après une infection à Covid-19. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapo, mais globalement, il faut garder en tête que les étiologies de dyspnée persistantes après une infection à SARS-CoV-2 ne sont pas tellement différentes de celles qu'on a devant toute dyspnée chronique. On va revoir un petit algorithme et il faut garder en tête qu'il peut y avoir des symptômes directement liés à cette infection, qu'il peut y avoir des complications de cette infection et puis qu'il peut y avoir des pathologies sous-jacentes méconnues ou qui vont s'aggraver. Alors, la première chose importante, c'est d'évaluer cette dyspnée. Et donc, je vous ai mis là l'échelle MRC, qui est une échelle très facile à utiliser, qui va donc du stade 0, où globalement, c'est la dyspnée pour des efforts soutenus, donc les patients qui vont plutôt bien, jusqu'au stade 4, le patient qui ne peut plus rien faire sans être essoufflé, y compris faire sa toilette ou parler. Il est important de comparer cette dyspnée à ce qui existait avant l'épisode de Covid, puisqu'un certain nombre de ces patients pouvaient être dyspnéiques avant. Et puis de savoir un petit peu comment évolue cette dyspnée depuis l'infection, c'est-à-dire est-ce que cette dyspnée ne s'améliore pas, voire s'aggrave. Et dans ce cas-là, il va être extrêmement important d'éliminer certaines pathologies urgentes de type embolie pulmonaire, et puis classique, poussée d'insuffisance cardiaque, anémie, avant de chercher s'il n'y a pas des séquelles ou si ce n'est pas des symptômes vraiment prolongés de la Covid-19. Et ne pas hésiter, vraiment, si c'est une aggravation, en cas de bilan négatif, aller vers un avis spécialisé. Pour la plupart des patients, il y a une dyspnée résiduelle. C'est un peu mieux qu'à la phase vraiment aiguë, mais il y a une dyspnée résiduelle. La première chose dans ce cas-là, c'est de vérifier la saturation en air ambiant. Et si cette saturation elle est supérieure ou égale à 96%, on va évaluer ce qui se passe à l'effort. Et pour ça, il y a un test facile qui peut se faire dans le cabinet, c'est le test de levée de chaise dont on a parlé. Donc, on demande aux patients de se lever et de s'asseoir autant de fois que possible pendant 1 minute, et ce, en surveillant la saturation. Cet exercice n'est valable que si le patient est capable au moins de se lever 5 fois, parce que sinon, on ne pourra pas évaluer. En cas de saturation inférieure à 96% à l'effort, là encore, il faudra un avis spécialisé. Ensuite, comme pour n'importe quelle dyspnée, on va rechercher l'insuffisance cardiaque et l'anémie, donc sur la clinique et puis sur le bilan biologique. On pourra discuter un scanner thoracique si le patient avait déjà eu un scanner initialement et qu'il était pathologique au moment de l'infection, si le patient a été hospitalisé et puis si vraiment on a une dyspnée inexpliquée pour être sûr qu'on ne passe pas à côté d'un autre diagnostic. Enfin, en cas d'absence d'anomalie objective, on fera le score de Nijmegen pour chercher un certain nombre d'hyperventilation, on va dire, qui est non physiologique. Je vous rappelle que ventiler, hyperventiler, c'est normal si on a une pneumonie, si on a un pneumothorax, si on a une embolie pulmonaire, puis c'est une réaction physiologique pour éviter l'hypoxémie. Et là, c'est des patients qui vont hyperventiler alors qu'ils n'en ont pas besoin, c'est-à-dire qu'ils ne désaturent pas. Alors tout ça pour aboutir à quelques idées sur le plan thérapeutique. La corticothérapie inhalée, qui ne doit pas être prescrite hors pathologie respiratoire documentée ou hyperréactivité bronchique, en sachant que parfois on a la suspicion, on n'a pas encore de preuve, on va dire diagnostic, on peut la débuter en attendant le bilan respiratoire, puisqu'il va nécessiter de réaliser une spirométrie et éventuellement un test de provocation. Si vous mettez en place une corticothérapie, il est important de le réévaluer dans les 3 mois, à la fois évaluer l'efficacité, puisque ce n'est pas la peine de le poursuivre s'il n'y a pas de bénéfice clinique, et puis faire un test de provocation pour éviter de rentrer dans une corticothérapie longue si ce n'est pas nécessaire. Petit détail, il faut avoir au moins 3 semaines d'arrêt de corticothérapie inhalée avant de faire un test de provocation. Pour ce qui est de l'oxygénothérapie, les indications sont les mêmes que celles de votre pratique habituelle. Et puis, comme ça a déjà été dit, 2 points importants. La réhabilitation respiratoire. Si le patient reste symptomatique, qu'il n'ait ou qu'il n'ait pas d'anomalie spirométrique et scanographique, c'est possible pour tout le monde. Et il y a un grand problème de déconditionnement avec des patients pour lesquels le muscle s'est déshabitué.
Et il va falloir le réhabituer progressivement à travailler, donc à moins consommer d'oxygène. Et donc, ça va améliorer la dyspnée des patients. Et puis, pour le syndrome d'hyperventilation, comme ça l'a été dit, il faut un kinésithérapeute qui permette de réapprendre aux patients à respirer à l'effort. En ce qui concerne la corticothérapie ou les antifibrosants, ils ne seront prescrits qu'après un bilan spécialisé en pneumologie et après une discussion en RCP multidisciplinaire parce qu'on manque de données actuellement. Je vous remercie. Merci à vous tous. Nous venons de faire le point sur 4 des principaux symptômes, la fatigue, les manifestations neurologiques, les troubles somatiques fonctionnels et la dyspnée. Mais nous savons qu'il existe bien beaucoup d'autres symptômes et pour répondre à vos questions qui sont nombreuses, nous sommes rejoints par le docteur Emmanuel Sorbet, cardiologue, le docteur Nicolas Barizien, qui est médecin de médecine physique et adaptation, le professeur Charlotte Hautefort, qui est ORL, et le professeur Nathalie Cubis, qui est neurologue et neurophysiologiste. Je vais donc passer la parole à Charlotte Hautefort, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les troubles du perte du goût ou de l'odorat. Est-ce que c'est un critère diagnostique? Comment peut-on faire ces diagnostics? Et il y a beaucoup de questions aussi sur existe-t-il une rééducation olfactive? Comment la faire et comment on peut mettre en place cette rééducation olfactive? Charlotte, à vous. Est-ce possible Pierre, excusez-moi, de répéter les questions? Bonjour à tous déjà. Parce que j'étais en train de faire la manip pour… Les questions sont simples. Il y a beaucoup de questions sur la perte du goût et de l'odorat. Comment mesurer la perte du goût ou de l'odorat? Comment faire vraiment le diagnostic de perte du goût de l'odorat? Et ensuite, il y a beaucoup de questions sur la rééducation olfactive. Est-ce que ça existe? J'ai découvert ça en faisant la fiche avec vous. Et comment peut-on mettre en place cette rééducation olfactive pour ces malades qui ont vraiment fréquemment ces problèmes? À vous, Charlotte. Merci. Alors, donc je vais commencer déjà sur comment finalement rechercher tout simplement une perte d'odorat. Donc, il y a plusieurs choses. C'est que le patient peut se plaindre soit d'une perte de l'odorat, soit d'un trouble de son odorat, c'est-à-dire des odeurs déformées, ce qu'on appelle les dysosmies. Et ça, c'est très, très perturbant et c'est souvent fréquent que le patient commence à consulter par rapport à ces modifications de certaines odeurs qui ne sont pas comme d'habitude. Mais ça peut aussi se manifester comme des saveurs modifiées, puisque finalement, le goût des aliments est en grande partie codé par le nerf olfactif via la rétro-olfaction. Et donc, certaines plaintes vont surtout être essentiellement alimentaires avec, par exemple, le café imbuvable, je ne peux plus du tout boire mon café, ou sinon la moutarde, c'est insupportable, je ne peux plus voir ça du tout, ni même la manger ni la sentir. Et donc, quand vous avez un patient qui présente des troubles, soit de dysosmie, soit des troubles de saveur des aliments, il a probablement une atteinte de son odorat liée au Covid. Quand, bien sûr, il a été infecté par le SARS-CoV-2. Dans ces cas-là, très simplement, la première chose à faire, c'est d'avoir, si vous avez, alors j'en ai pris quelques-uns là pour que ce soit plus simple, des flacons de votre cuisine, des épices, très très simple, et vous leur faites sentir. Alors, l'idéal, c'est de prendre ce que j'ai noté, je pense, dans le protocole de rééducation. Vous pourriez avoir ces flacons-là, finalement, dans votre cabinet, en sachant que certains ont aussi une composante trigéminale, donc ça va être intéressant pour ceux qui ont une perte de l'odorat assez sévère, puisque souvent le nerf trijumeau fonctionne, et donc par exemple le vinaigre ou le clou de girofle vont être très très bien perçus, alors que la vanille, donc là je vous conseille de prendre des gousses de vanille, ou la cannelle sont beaucoup plus exclusivement olfactifs. Donc, grâce à ces flacons que vous avez en consultation, je vous conseille de le faire sentir au patient, les yeux fermés ou les yeux ouverts, c'est assez simple, et lui demander déjà s'il perçoit quelque chose. Ça, c'est la première étape, c'est la détection. Et la deuxième étape, c'est lui demander est-ce qu'il est capable de reconnaître l'odeur qu'il sent. C'est-à-dire, est-ce que le clou de girofle, l'odeur du clou de girofle, la vanille, l'odeur de la vanille. Et ça vous permettra justement d'identifier ou de mettre en lumière justement ces dysosmies, ces déformations des odeurs pour lesquelles le patient vient consulter. Vous pouvez aussi très simplement lui demander d'évaluer sa perte de l'odorat par rapport à son odorat antérieur sur une échelle d'évaluation de la douleur.
mais là, ce sera une évaluation de la perte de l'odorat en disant, par exemple, 0, j'ai aucun odorat, et 10, mon odorat est normal. Et un odorat sévèrement atteint qui mériterait peut-être un bilan d'exploration un peu plus poussé serait un odorat où la perte est entre 0 et 5, c'est-à-dire assez sévère. Donc, pour ça, ça c'est la première étape sur comment évaluer l'odorat. Les vrais tests pour évaluer l'odorat sont essentiellement l'olfactométrie, mais c'est des tests réservés déjà qui ne sont pas cotés. Donc c'est très difficile pour les ORL de ville de les pratiquer, qui ont un coût d'achat qui est quand même assez conséquent et surtout une facturation égale à 0 pour un test qui va occuper le médecin 3/4 d'heure. Donc c'est quasiment impossible à réaliser en consultation de ville au quotidien et c'est quasi exclusivement réalisé dans des centres hospitaliers. Mais même dans nos centres, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps humain et difficile à réaliser. Donc, on le réserve vraiment à des patients qui ont des atteintes sévères et qui ont une inquiétude par rapport à cette perte olfactive, mais on ne va pas le répéter plusieurs fois. C'est plus pour une prise de conscience de leurs symptômes. Ensuite, pour la rééducation, c'est vraiment utiliser les flacons du quotidien, des épices, en incluant bien la vanille parce que c'est vraiment une odeur très douce, très agréable et qui est exclusivement olfactive. Donc, je vous encourage à prendre la vanille. Utiliser, pour ma part, j'ai tendance à vouloir utiliser les flacons d'épices du supermarché et moins les huiles essentielles parce que finalement, dans la vie courante, on n'était pas habitué à sentir des huiles essentielles, mais par contre, on sait le goût du vinaigre, on connaît le goût du gingembre, on connaît le goût du clou de girofle. Et moi, la menthe poivrée, je ne la sens pas tous les jours. Donc, je préfère conseiller aux patients d'utiliser les flacons du quotidien. Ce qui m'a un petit peu embêtée, c'est que sur le site anosmi.org, si vos patients vont voir là-dessus, et je me suis aperçue que Google aussi proposait aussi un tutoriel pour aider à rééduquer, il préconise une rééducation à l'aveugle, c'est-à-dire les patients vont fermer les yeux ou vont mettre des flacons complètement opaques et vont sentir à l'aveugle les odeurs. Or là, l'objectif de la rééducation est au contraire de reconnecter une détection qui est souvent revenue et quasiment normale à la mémoire olfactive pour qu'en fait, la connexion entre la mémoire olfactive et les nouvelles perceptions du patient puisse devenir à nouveau cohérent. Donc, cette cohérence, elle est très longue à récupérer et encore grande partie, surtout quand les patients ont des troubles des dysosmies, donc des odeurs fantômes ou en tout cas plutôt modifiées. Et il faut persévérer et c'est le seul moyen, cette rééducation réalisée au moins une fois par jour, il ne faut pas que ça dure 1 heure mais 5 minutes, qui doit être en pleine conscience, si je puis dire, vraiment, c'est-à-dire le patient doit lire ce qu'il est en train de sentir, le sentir et être plutôt bienveillant envers lui-même. C'est ce que j'essaye de leur dire, que ça va prendre du temps. Les résultats sont très positifs, mais sur plusieurs mois, voire années. Donc, c'est connu, ça, on le sait bien dans la littérature. Les pertes d'odorat post-virales qui perdurent peuvent prendre 2 à 4 ans avant de revenir à la normale. Donc, surtout, il ne faut pas que les patients se découragent. Et un dernier mot, avant qu'on me coupe, parce que je prends beaucoup de temps. Ça va arriver. C'est surtout que les dysosmies et ces troubles de déformation des odeurs sont très positifs. En fait, souvent, ça les démoralise, mais au contraire, c'est vraiment, ça revient aussi dans la littérature. Donc, en plus, c'est scientifiquement montré. C'est quand les patients, souvent, il y a une perte d'odorat, donc initiale, puis ils vont commencer à récupérer et là vont apparaître les odeurs déformées. Et c'est très démoralisant, alors que c'est vraiment un facteur de bon pronostic. Quand on regarde dans la littérature, ceux qui présentaient les dysosmies, c'est vraiment le moment où la connexion, la repousse est en train de se faire, alors de manière un peu discordante, hein, un peu comme quand les paralysies faciales présentent des syncinésies ou autres, mais en tout cas, s'ils continuent de travailler leur éducation, ça va aller vers le mieux, mais ça peut prendre plusieurs mois. Donc, courage et s'il vous plaît, la rééducation en pleine conscience, pas à l'aveugle, ça c'est important. Merci Charlotte, pour ça je ne vous ai pas coupé parce que c'est très important et très intéressant. Mais on vous demande une gageure, c'est de répondre de manière courte pour ces sujets complexes
et qui sont très compliquées. Je vois que c'est un peu compliqué. Donc, je me donne la parole à Nathalie Kubis. Ces malades présentent souvent un brouillard mental et des problèmes cognitifs. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer à ces malades? Alors, la définition du brouillard mental, elle a été donnée à plusieurs reprises, donc depuis le début de ce séminaire. Donc, elle va associer des troubles de la concentration, des difficultés de l'apprentissage de nouvelles informations. On a parlé de difficultés d'encodage tout à l'heure, qui vont aboutir à une grande fatigue et puis à une perte de motivation. Et ce qui sous-tend tout ça sont des troubles de l'attention. Donc la première des choses qu'on doit vérifier chez des patients qui ont eu la Covid, c'est est-ce que ça ne correspond pas, ces troubles de l'attention, à des séquelles d'événements neurologiques à la période aiguë de la Covid, comme un accident vasculaire cérébral. On sait que 80% des patients vont présenter des troubles de l'attention à 3 mois et vont faire l'objet d'une rééducation orthophonique spécifique. En dehors de ça, les facteurs les plus importants qui vont perturber l'attention sont les troubles du sommeil et puis l'anxiété avec une espèce de boucle amplificatrice. Alors comment fait-on? On n'utilise pas de stratégie pharmacologique. Ce sont des recommandations qu'on fait qui sont générales d'ailleurs pour les gens qui ont des troubles du sommeil et qui sont anxieux. On va bannir l'alcool. On ne diminue pas l'alcool, on le supprime. On va diminuer les excitants, donc c'est toujours la même chose, le thé, le café. On évite l'activité physique après 18 heures, les écrans. On dort dans une chambre qui est fraîche, c'est-à-dire autour de 19 degrés, voire moins. On ne peut pas dormir dans une chambre qui est... En tout cas, on va s'endormir, mais on va se réveiller puisque le corps a besoin d'avoir cette température qui diminue pour rentrer dans les premières phases du sommeil. Et puis, en journée, on va demander aux patients d'éviter les activités multitâches. Et ça, c'est compliqué parce que ça a été souligné précédemment. Ce sont des patients qui sont dans le déni et qui ont une difficulté à accepter, qui sont dans une période de vulnérabilité. C'est extrêmement important. Toutes ces mesures vont faire en sorte que petit à petit, les patients retrouvent des troubles de l'attention. Il y a une dernière intervention qui a montré également son efficacité dans les maladies neurologiques, y compris dans l'Alzheimer, qui est la méditation en pleine conscience. Il y a plein d'applications maintenant qui marchent très bien et qu'on peut recommander aux patients. Voilà, j'ai fini. Merci Nathalie. Et maintenant, je vais passer la parole à Nicolas Barizien parce qu'il y a beaucoup de questions sur la rééducation par le sport. Est-ce qu'on peut la prescrire? Quand on la prescrit? Parce que c'est un vrai sujet pour ces malades qui ont vraiment des problèmes de fatigue. Nicolas, à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, dans les symptômes dont se plaignent les patients, il y a de la fatigue, il y a souvent des douleurs articulaires et des douleurs musculaires qui les gênent dans leur quotidien. Le problème, c'est que chez ces patients, on a la double peine, à la fois de la limitation de leur vie quotidienne à cause de ces douleurs, à cause de l'essoufflement, à cause de la fatigue, mais plus on avance dans la période après l'infection aiguë, plus va se mettre en place un déconditionnement qui va majorer ces symptômes. On comprend bien que moins on en fait, plus ça va être compliqué d'en faire à nouveau. Donc il est indispensable dans la phase aiguë de se reposer. Quand on fait la Covid aiguë, on a besoin de se reposer, mais très rapidement, dans les semaines qui suivent, reprendre une petite activité quotidienne, non fatigante, mais une activité quotidienne. Et puis, si les symptômes de Covid, symptômes après Covid s'installent, il va falloir faire de la rééducation. Et comme on l'a vu, un des symptômes majeurs, c'est l'essoufflement au moindre effort. Il va falloir commencer la rééducation par traiter le problème respiratoire avant de se remettre à faire du sport. Parce que si on prend les choses à l'envers, le sport va être un facteur aggravant, va redéclencher des dyspnées, va redéclencher des douleurs articulaires et des douleurs musculaires. Donc le tempo, le timing du reconditionnement à l'effort, il doit commencer par la prise en charge par un kinésithérapeute des problèmes respiratoires. Alors, on en détaillera peut-être un petit peu après, mais il y a vraiment des problèmes d'hyperventilation, ça c'est un diagnostic précis, mais la plupart du temps aussi ces patients ont simplement un problème de désynchronisation entre la respiration abdominale et la respiration thoracique. Ils respirent à l'envers. Donc ça, il faut leur en faire prendre conscience parce que ça va beaucoup les aider. Et ça, les kinésithérapeutes, tout ça, même s'ils ne savent pas faire de la rééducation d'hyperventilation qui peut être parfois un petit peu spécifique, au moins la resynchronisation respiratoire, ils savent le faire.
Et puis, une fois qu'on a fait prendre conscience au patient de ce cycle respiratoire, eh ben, on va pouvoir, à ce moment-là, commencer une rééducation, un reconditionnement à l'effort avec de l'endurance douce. Et puis, petit à petit, au bout de quelques semaines, on va commencer à aller réadapter l'organisme à un effort plus ou moins intense avec ce qu'on appelle un peu de l'intervalle training, c'est-à-dire qu'un patient va être peut-être très bien au bout d'un mois en marchant à plat, mais par exemple, dès qu'il va monter un escalier, il va être essoufflé. Donc, il va aussi falloir accompagner ce patient avec la rééducation pour que son organisme soit capable non seulement de faire un entraînement, un effort doux et peu intense, mais aussi être capable de changer de rythme. Et donc ça se fait avec un kiné. Et puis, dès que le patient va pouvoir faire des choses avec le kiné, il va falloir qu'il entretienne ça avec une activité physique en autonomie à domicile. Merci Nicolas. Nous avons des questions pour Emmanuel Sorbet, qui est cardiologue, et on voudrait savoir quels sont les types d'atteintes, séquelles cardiaques et quelle prise en charge, notamment pour ces patients qui se plaignent de douleurs thoraciques. Vous, Emmanuel. Alors, bonsoir à tous. Alors, pour commencer, concernant les séquelles cardiaques, si on met à part les complications cardiologiques ou cardiovasculaires aiguës de la Covid, l'embolie pulmonaire, le syndrome coronarien aigu, la myocardite aiguë, il n'existe pas de données décrivant les séquelles cardiaques à proprement parler, et notamment à long terme. Ce qu'on constate par contre, de toute façon, et c'est important de le préciser, et ça a été montré par Dominique Salmon au début, c'est quand même une amélioration des symptômes avec le temps, notamment des douleurs thoraciques, qui sont essentiellement les symptômes cardiologiques décrits et invalidants. Une amélioration des symptômes avec le temps, parfois entrecoupée de périodes d'amélioration, puis de rechute, et qui sont favorisés par les traitements symptomatiques, par le repos, par la réadaptation aussi, ça vient d'être décrit, avec une réadaptation douce et progressive qui va jouer sur les douleurs thoraciques essentiellement d'origine musculaire pariétale. Ensuite, si on se rapporte aux atteintes parenchymateuses, si on fait un parallèle avec les atteintes parenchymateuses pulmonaires, on a un peu plus de données et les fibroses pulmonaires, on peut constater, alors je parle sous le couvert de ma collègue pneumologue qui pourra éventuellement apporter son point de vue, mais on constate quand même que il y a une amélioration dans le temps des séquelles fibreuses, et donc on peut espérer que en ce qui concerne les fibroses myocardiques, on peut espérer qu'il y aura une amélioration et qu'il y a une amélioration dans le temps. Il faut essayer d'être optimiste, mais quand même on manque de données par rapport à ces séquelles de fibrose myocardique notamment. Ensuite, concernant l'attitude à avoir devant des douleurs thoraciques, alors on sait qu'elles sont fréquentes dans les symptômes persistants. On sait que dans le long terme et à distance des épisodes aigus, il y a des péricardites qui ont été diagnostiqués, authentifiés, des myocardites qui ont été également authentifiés. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que dans les douleurs thoraciques, finalement, le plus souvent, elles sont non cardiologiques. Et le médecin généraliste, finalement, va avoir un rôle central, un rôle clé dans la prise en charge de ces patients, mais comme il l'a finalement toujours fait, et comme il le fait de toute façon pour tout patient qui présente des douleurs thoraciques à son cabinet. L'histoire de la maladie, l'examen clinique vont permettre d'orienter vers un diagnostic de douleur non cardiologique, une prise en charge non cardiologique, et puis peut-être que en cas de doute, il ne faut pas hésiter à s'orienter, à demander un avis auprès du cardiologue correspondant pour peut-être commencer à lancer un bilan complémentaire, et éventuellement débuter un traitement s'il y a un doute ou une forte suspicion vers une origine cardiologique, le temps que le cardiologue puisse prendre en charge et évaluer lui-même le patient
sachant qu'il sera probablement difficile pour les cardiologues de voir également toutes les douleurs thoraciques. Donc le médecin traitant, le médecin généraliste, va vraiment avoir un rôle central vis-à-vis de la prise en charge de ces douleurs. Alors il ne m'est pas possible de tout détailler là actuellement ce soir, mais je vous invite à consulter la fiche douleur thoracique que nous avons rédigée et qui est disponible sur le site de la HAS. Et puis enfin, vis-à-vis du patient, il faut, je pense que c'est important, essayer de rester positif. Et nous constatons quand même que dans la plupart des formes que nous prenons en charge, et même dans celles qui paraissent très invalidantes au début, il y a quand même une amélioration, et ça c'est important d'avoir pour objectif l'amélioration et la récupération des symptômes. Voilà. Merci Emmanuel pour ces explications qui sont claires. Donc, la parole est maintenant à Brigitte Ranck, parce que nous avons des questions. C'est comment traiter ces symptômes, ces troubles symptomatiques fonctionnels qui ne répondent pas à la réassurance et à la rééducation physique. Il y a des questions aussi, c'est comment faire la part, si c'est possible, entre la part organique et psychique chez ces malades. Alors, c'est une question, je vais commencer par la deuxième question. C'est pas très facile de faire la part entre l'organisme et le psychique parce que les symptômes sont vraiment exactement les mêmes que des symptômes. C'est très, très physique, c'est des ressentis extrêmement physiques. Donc, le patient lui-même, il va avoir du mal à le faire. Et si on veut vraiment l'aider, il y aura des thérapies qui sont possibles, qui sont de type thérapie cognitivo-comportementale ou TCC. Mais je dirais que ce n'est pas très important parce que ce qu'il faut, c'est surtout essayer de faire partir la participation sur laquelle on peut jouer, c'est-à-dire les cercles vicieux d'entretien, comme je vous ai dit. Et puis, on voit ce qui reste à la fin. Et moi, dans mon expérience, en fait, la plupart du temps, les symptômes disparaissent en quelques semaines. Il est toujours temps après de reprendre des investigations cliniques, de refaire des examens complémentaires si jamais c'est nécessaire. Bien sûr, il faut toujours faire une enquête diagnostique minimum, comme on vous l'a expliqué au départ, avant de partir sur des troubles somatiques fonctionnels. Et alors, comment est-ce qu'on peut aider les gens? Donc, on a dit, vraiment, c'est très important le reconditionnement à l'effort, parce que ça a vraiment plusieurs vertus. Ça va orienter ça va un peu, en une certaine manière, rééduquer le cerveau vers un schéma corporel très moteur, et ça va avoir une vertu également donc cognitive. Et puis, on va faire diminuer énormément des symptômes physiques. On le sait bien, ça a des vertus également dans la diminution de l'anxiété, et puis ça permet de produire des endorphines, donc ça a vraiment beaucoup de vertus. Quand ça ne suffit pas, eh bien, il y a beaucoup de techniques de relaxation qui peuvent y être associées. D'ailleurs, on peut le faire d'emblée, parce qu'il est vraiment important de limiter cet état d'alerte permanente du cerveau. Et donc, il y a plusieurs techniques. Donc, on vous a parlé tout à l'heure de la méditation pleine conscience. Moi, je recommande vraiment aux patients de se former à cela. Il y a beaucoup de livres disponibles. On peut le faire à la maison tranquillement. Ce n'est pas si évident que ça, mais on peut apprendre à le faire et ça peut vraiment participer à l'amélioration des symptômes. Il y a beaucoup d'autres méthodes possibles. Il y a l'auto-hypnose, il y a la sophrologie. Enfin, en tout cas, des techniques de relaxation sont vraiment bienvenues. Et puis, quand vraiment on ne s'en sort pas, eh bien, on peut demander à voir un thérapeute pour faire une thérapie cognitivo-comportementale. Et là, vous avez en fait une possibilité de trouver les thérapeutes. Alors, ce n'est pas du tout de la psychanalyse. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de 3 ans de thérapie, mais c'est très, très technique, très spécifique. Et il y a des spécialistes que vous pouvez retrouver sur l'Association française de thérapie cognitivo-comportementale. Ils ont un site, c'est aftcc.org. Je n'ai pas d'action dedans, mais je sais que c'est très utile et moi, je l'utilise beaucoup parce que vous pouvez trouver les thérapeutes formés près de chez vous. Et l'objectif, vraiment, c'est de refaire de la remédiation cognitive, en fait, en quelque sorte, de rééduquer le cerveau. Il y a d'autres techniques qui sont possibles, comme par exemple l'EMDR. C'est beaucoup plus difficile d'accès, hein, c'est de la désensibilisation et du retraitement par les mouvements oculaires. Ça marche pas mal dans mon expérience, mais tout le monde ne peut pas avoir accès à ces techniques. Voilà. Merci Brigitte pour ce sujet complexe. Maintenant, la parole est à Claire Andréchac. Nous avons des questions pour savoir comment améliorer les patients qui gardent une dyspnée d'effort sans désaturation. Excusez-moi, le temps de remettre le bouton. En fait, pour les patients qui gardent une dyspnée d'effort sans désaturation, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire, notamment avec notre collègue kinésithérapeute,
très clairement, c'est des patients qu'il va falloir, alors soit il y a un certain nombre d'hyperventilation, c'est-à-dire qu'ils sont dyspnéiques à l'effort parce qu'ils hyperventilent alors qu'ils n'en ont pas besoin, c'est ce qu'on disait. Hein. Normalement, on hyperventile quand on est hypoxémique, on manque d'oxygène, donc on hyperventile. Chez ces patients, on va hyperventiler pour 2 raisons. Soit parce qu'on a un certain nombre d'hyperventilation qui est secondaire, on ne connaît pas bien le mécanisme dans l'infection à Covid-19, mais c'est très fréquent. Ou alors, on va hyperventiler du fait du déconditionnement, donc d'un muscle qui va réclamer plus d'oxygène finalement que ce qu'il n'a besoin, parce qu'il n'est plus habitué. Il va falloir le réhabituer progressivement à fonctionner et sortir du cercle vicieux. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, plus on est essoufflé, moins on bouge, plus on va être essoufflé. Donc c'est chez ces patients, vraiment, c'est soit avec le kinésithérapeute, si on commence avec le kinésithérapeute, si vraiment on ne s'en sort pas, il faut passer par une épreuve d'effort cardio-respiratoire, et là, éventuellement aller en centre de réhabilitation. Mais très clairement, c'est une réadaptation à l'effort à faire avec le kiné et réapprendre déjà à respirer, comme l'a dit mon collègue Nicolas Barizien, c'est fondamental. Et après, réapprendre à ces patients par quels efforts, parce que le problème de ces patients, c'est que souvent, ils veulent faire tout de suite et ils ne passent pas par les intermédiaires. Et là, c'est brutal et comme il le disait très bien, c'est contre-productif. Donc là, c'est vraiment le kiné qui est au centre, soit dans son cabinet, soit en centre de réhabilitation, en fonction du patient qu'on a en face de soi. Merci Claire. Donc moi, je vais passer la parole à Eric Drahi parce qu'il y a eu plusieurs questions de nos confrères qui posent la question, est-ce que ce type de patient ne nécessiterait-il pas des programmes d'éducation thérapeutique? À toi Eric. Eh oui, c'est une excellente question. Alors, éducation thérapeutique, on peut en parler effectivement par rapport à ces symptômes. Tout ce dont on vient de parler là, en fait, correspond d'une certaine façon à réapprendre au patient à gérer sa maladie, à devenir plus actif dans sa maladie, plus acteur dans sa maladie. Et moi, j'ai l'habitude de dire auteur dans sa maladie. C'est-à-dire qu'on peut développer les compétences des patients et l'éducation thérapeutique, c'est bien ça. Et elle consiste à gérer aussi ses émotions, à gérer le stress et à apprendre à gérer ses symptômes. Donc tout ce dont on vient de parler ici peut correspondre à de l'éducation thérapeutique. Alors on en a parlé lors de l'élaboration de cette réponse rapide. Il n'y a pas forcément besoin de mettre en place un programme d'éducation thérapeutique déposé auprès de l'ARS, mais ça peut être des activités éducatives ciblées, personnalisées, qui peuvent se faire au mieux d'ailleurs en équipe pluriprofessionnelle, bien évidemment. Donc oui, pour l'éducation thérapeutique. Merci Eric. Alors je vais passer la parole à Dominique Salmon parce qu'on a beaucoup de questions sur le plan infectieux. Et la première question qui vient, qui est la plus importante, est-ce qu'il y a une possibilité ou un travail de prévention chez les malades qui sont diagnostiqués Covid+, pour prévenir ces symptômes prolongés? Mets ton micro, Dominique. Voilà. À ma connaissance, pour pouvoir faire ce travail de prévention, il faut vraiment savoir quels sont les facteurs de risque de survenue du Covid long. Or, actuellement, on ne les connaît pas bien. On sait que c'est plus souvent des femmes, plus souvent des jeunes. Brigitte a dit que il y avait peut-être un terrain particulier. Ça, c'est vraiment à axer, mais je pense qu'on ne connaît pas bien la prévention. Peut-être aussi, comme l'a dit Nicolas, se remettre assez vite dans ces activités. Mais il y a beaucoup d'inconnus. En fait, on a beaucoup d'inconnus sur les facteurs de risque de survenue. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre avec précision. Je sais que tant qu'on n'aura pas la cause exacte de ce Covid long, on ne pourra pas répondre aussi à ce genre de questions. Il faut vraiment qu'on fasse le point sur les causes organiques, les causes organiques, hein, parce que certains sont tenants de causes organiques. Est-ce que le virus persiste? Est-ce que l'immunité est insuffisante? Et là où les causes psychologiques. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra répondre à ce genre de questions. Et bon, peut-être qu'il y a beaucoup de recherches qui sont en cours par différentes équipes, à la fois sur les aspects organiques, avec des chercheurs de l'Institut Pasteur, d'autres équipes renommées, et puis des études aussi qui sont en cours sur les aspects thérapeutiques. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de questions sur les essais thérapeutiques.
pour pouvoir faire un essai thérapeutique, il faut qu'on ait la cause des symptômes. C'est difficile de faire un essai thérapeutique anti-inflammatoire versus non anti-inflammatoire, par exemple, si on ne sait pas si l'inflammation est en cours. C'est difficile de faire un essai thérapeutique aussi, réhabilitation par le sport pour tous ou non. Voilà, tant qu'on ne connaît pas la cause. Donc, il y a la recherche suit différentes étapes. La première, c'est la description des symptômes. Je pense que là, maintenant, tout le monde l'a décrit et les associations de patients nous ont beaucoup aidés pour cette phase descriptive. Ensuite, il y a la phase étiologie. Et là, je pense qu'il faut qu'on mette toute notre force sur cette phase. Et ensuite, il y a la phase thérapeutique et préventive. Voilà. Quelle est la place des traitements symptomatiques? Quelle est la place de la rééducation? On n'en a pas parlé, mais c'est très important. La rééducation neuropsychologique, quand on a ce brouillard cérébral, les neuropsychologues commencent maintenant à faire de la rééducation et je vois que les patients en bénéficient. Quelle est la place quand on a une tachycardie qui persiste, par exemple, tu pourras en parler, Emmanuel, des traitements symptomatiques contre la tachycardie. Quelle est la place éventuellement des anxiolytiques ou des antidépresseurs pour les gens qui développent des syndromes dépressifs? Et d'ailleurs, peut-être que ces anxiolytiques et antidépresseurs peuvent agir même sur certains désordres au niveau du système nerveux central, autre que la dépression. Voilà, donc on est un petit peu sec pour répondre à des questions très précises pour l'instant, puisque les recherches sont en cours. Et ça peut vous paraître décevant dans le cadre de cette réponse rapide. Mais on a souhaité quand même, malgré toutes ces inconnus, vous faire un état des lieux sur ce que vous connaissez. C'est une première étape de cette réponse qui va ensuite certainement se poursuivre dès qu'on aura des données qui vont s'accumuler. C'est un travail qui se poursuit, je confirme. Une autre question pour toi, Dominique, qui est fréquente. Est-ce qu'on peut vacciner les malades qui présentent des symptômes prolongés de la COVID-19? Alors là, c'est une très bonne question, mais difficile d'y répondre. Donc, je vais vraiment prendre des passettes pour répondre à cette question, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Donc, en théorie, c'est vraiment important de vacciner les patients, d'une part, parce que ça va éviter les réinfections, et on a de temps en temps quelques cas de réinfection. Et d'autre part, comme on voit que ces patients Covid long ont quelquefois des sérologies négatives ou qui se sont négativées, on peut se dire que les vacciner va leur permettre de réaxer la réponse dans le bon sens et de leur faire acquérir des anticorps neutralisants. Donc moi, je suis plutôt, en l'état actuel, partisane de proposer aux patients de se faire vacciner ou au moins de répondre à leur demande positivement quand ils souhaitent se faire vacciner. Maintenant, l'expérience est assez courte. On n'a qu'un article publié, une expérience qu'on a mis en commun, là, on a une trentaine de cas, et on voit que certains patients peuvent faire des réactivations, et quelquefois des petites réactivations de symptômes qu'on n'explique pas et qui ne durent pas très longtemps d'ailleurs. Donc, certains vont avoir un peu de douleur thoracique à nouveau ou une grande fatigue. Et il est difficile de faire la part entre les symptômes effets secondaires du vaccin et une réactivation de symptômes prolongés. Mais je n'ai pas vu en l'état actuel, ni dans les publications, ni dans notre expérience, d'effets secondaires sévères suite à une vaccination. Donc, je pense que les points positifs l'emportent plus que sur les points négatifs. Mais certainement, il faut qu'on amplifie l'observatoire qu'on a commencé à mettre au point, là, qu'on a commencé à débuter, pour avoir rapidement, sur 100-200 patients, des données à vous présenter. Merci Dominique. Donc, il y a une question aussi, plusieurs qui sont venus pour Charlotte Autofort, mais en faisant plus court que la première fois, Charlotte. C'est sur il y a des orthophonistes dans le public du webinaire. Est-ce qu'il y a une part d'orthophonie, de rééducation d'orthophonie pour ces malades qui ont des troubles du goût et de l'odorat? Et est-ce qu'un orthophoniste peut faire cette rééducation du goût et de l'odorat? Mettre le micro. Merci pour cette question. C'est pas très clair pour le moment. Non, les patients faisaient leur rééducation en fait en auto-rééducation parce qu'il faut vraiment qu'elle soit quotidienne. C'est possible peut-être qu'il y ait une éducation à la rééducation parce que j'en ai qui adhèrent très bien à la rééducation et d'autres moins. Ce
Ce qui m'apparaît, enfin, là, c'est uniquement de mon expérience sur les pertes de l'odorat, quelles qu'elles soient, c'est que cette régularité de rééducation, elle ne peut être obtenue que si on voit régulièrement les patients pour leur demander où en êtes-vous, comment est-ce que vous gérez, comment se passe votre éducation. Comme si l'idéal, c'est qu'il y ait un petit calendrier éventuellement, ou, enfin, en tout cas, il faut qu'on puisse les revoir à 3-4 mois pour faire un point. Sinon, ils vont laisser tomber parce que les résultats ne sont pas immédiats. Comme je vous l'ai dit, la récupération se fait sur plusieurs mois, voire années. Et donc, on a besoin de refaire un point avec eux pour justifier et leur montrer finalement avec les tests que ça va mieux, qu'ils ont progressé et qu'ils sont qu'il faut persévérer. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'orthophonistes pour ça. Je pense que c'est plus… je mettrais plutôt… moi, je pense que, par exemple, une infirmière ou en fait, je ne suis pas sûre que l'orthophoniste… En fait, Charlotte, si je peux intervenir, les orthophonistes vont plutôt agir sur les troubles dits exécutifs, les difficultés, ces petits troubles de mémoire immédiat, etc. En fait, c'est des orthophonistes ou neuropsychologues. Peut-être que Nicolas, d'ailleurs, pourra peut-être préciser à quelle personne il faut adresser ces patients qui ont des petits troubles dits exécutifs. Mais moi, j'ai vu plusieurs patients qui ont été pris en charge par des neuropsychologues. Et au départ, je dois dire que j'avais un peu des doutes et qui ont vraiment progressé avec le temps en s'astreignant à faire des exercices, même si c'était fatigant, finalement, ils progressaient. Est-ce que toi, Nicolas, tu as ces spécialistes incontournables chez toi? Alors oui, bien évidemment, pour les troubles exécutifs, les professionnels de santé les mieux formés, les plus compétents pour évaluer ça, c'est les neuropsychologues. On a juste un problème, c'est qu'il y a très peu de neuropsychologues dans les hôpitaux et qu'il y en a encore moins en ville. Et que malheureusement, c'est une profession qui est difficile d'accès. En plus, un vrai bilan de neuropsychologue fait en ville, non remboursé par la Sécu. Dans les grandes métropoles, à Paris, c'est entre 800 et 1000 euros, non remboursé par la Sécu. Donc, c'est difficile, c'est vraiment compliqué. Donc, quand on a vraiment dans nos circuits un petit peu hospitaliers, qu'on identifie des patients qui ont besoin d'avoir un bilan de neuropsychologie, on les adresse à nos collègues hospitaliers, mais vu la quantité de patients qu'on est amené à prendre en charge, c'est un peu compliqué. Alors, effectivement, nos collègues orthophonistes qui ont l'habitude de travailler avec les maladies neurologiques, soit les maladies neurologiques dégénératives, soit après les AVC, qui font de la rééducation de la parole, ont été amenés à se former sur la rééducation neurocognitive. Et effectivement, on a beaucoup plus facilement… Nicolas, on ne t'entend pas assez. Il faut mettre le micro plus fort. Ouais, on a beaucoup plus facilement accès à des orthophonistes qui sont capables de prendre en charge la rééducation de ces troubles plutôt qu'à des neuropsychologues. Mais encore une fois, il faut avoir des orthophonistes qui sont formés à la rééducation des troubles neurologiques de maladies type AVC ou aux maladies neurodégénératives. C'est bien déjà au moins, si on n'a pas accès à un bilan neuropsychologique complet, que l'orthophoniste fasse déjà un bilan pour voir si effectivement elle a des points d'accroche avec du travail possible à faire avec le patient. Et surtout, comme il a été dit pour la rééducation du goût et de l'odorat, ça nécessite une implication du patient pour faire un auto-training quasiment quotidien, qui peut se faire à partir de jeux ou de faire des mots fléchés, des mots croisés. Il faut faire travailler son cerveau comme on ferait travailler une cheville après une entorse. Il faut rééduquer son cerveau à des tâches complexes. Merci. Très bien. Alors, il y a une question, alors je la pose à tous, mais peut-être en priorité à Eric Drahi, puisque tu es un médecin de premier recours. Est-ce qu'il existe une liste de services spécialisés pour ces patients? Et je pense que c'est la question de l'orientation après de ces patients au niveau 2 et 3.
Oui, alors aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place un peu partout. Quand j'ai parlé tout à l'heure que la DGS souhaitait mettre en place des cellules de coordination départementale, c'est bien pour faire d'abord un travail de recensement des différents services qui fonctionnent. Au niveau hospitalier, cela fonctionne en général assez bien avec des correspondances entre les différentes spécialités. C'est un peu plus compliqué en ville et c'est un peu plus compliqué en plus dans nos provinces où les choses vous le savez, dépendent d'une démographie qui n'est pas galopante, ou plutôt qui est galopante vers la sortie. Donc oui, c'est en train de se mettre en place et ces cellules de coordination départementale vont sans doute être un outil et les dispositifs d'appui à la coordination sont aussi un endroit où vous pouvez trouver des renseignements. Dernière chose, il y avait une question, où trouve-t-on des renseignements sur les DAC et les PTA? Les sites des agences régionales de santé, en général, recensent ces différents dispositifs. Merci Eric. Je crois qu'on arrive à la fin de l'horaire qui était prévu. Moi, je me permets de répondre à 2 questions sur les ALD. Donc, est-ce que l'ALD pour un Covid long, eh bien pour l'instant, les ALD, c'est une décision du ministre de la Santé et pas de l'HAS. Et donc, c'est pas l'HAS à décider si on met ou non, si on crée une affection de longue durée. Et ensuite, il y avait des questions aussi sur la documentation à destination des patients. Donc, je pense qu'il y a tous les associations de malades avec lesquelles nous avons travaillé qui mettent à disposition de la documentation. Et il y a aussi le ministère de la Santé qui a mis de la documentation sur santé.fr pour les patients qui présentent des symptômes prolongés de la Covid. Voilà. Moi, je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors, nous vous remercions d'avoir été très nombreux, parce que je crois qu'à un moment, on a dépassé les 500 participants en ligne à ce webinaire. Vous allez recevoir par mail, dans un instant, un questionnaire de satisfaction que nous vous invitons à renseigner. Cette conférence sera à redécouvrir en replay sur le site de l'HAS, et le diaporama aussi est téléchargeable, donc vous pourrez le récupérer. Toute l'équipe de la HAS et tous les professionnels qui ont participé avec moi à ce webinaire vous remercient et vous souhaitent une agréable soirée, se tient à votre disposition et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.